dans le monde, il reste plus qu'un seul DC-8 opérationnel. Et là, mardi, sans prévenir, comme ça, sans préavis, pouf, un bourre-pif, ils font voler un DC-8 sans prévenir. Eh bien, debout là-dedans, c'est l'heure. Frédéric Marcel au micro, je suis journaliste pour Aérobuzz et pendant une heure, on va parler un petit peu aviation. Allez, on commence par une très grande nouvelle. Ça fait partie des trucs qui me font délirer, moi perso. Si je devais titrer une brève pour Aérobuzz, notamment, je titrerais « La flotte des DC-8 mondiales vient de doubler en une semaine ». Il s'est passé un truc mercredi ou mardi assez hallucinant. Sans préavis, sans rien, personne n'était au courant. Il y a un DC-8 qui a revolé. Alors, j'avais parlé, je crois que c'était au printemps, au moment où la NASA avait retiré de service son DC-8. On avait fait une émission spéciale pour expliquer l'avion, pourquoi il était intéressant, pourquoi il était important, pourquoi il en restait que deux, et quels étaient ces deux exemplaires. Et puis finalement, la flotte mondiale des DC-8, un avion remarquable, qui a quand même une carrière assez importante, c'est en plus une jolie machine, qui a marqué un peu l'aviation française aussi. Il n'en restait plus qu'un, donc celui de Samaritan Purse, un DC-8 cargo combi qui était à vocation humanitaire, donc c'est pas un avion qui va voler tous les jours, c'est un avion qui va voler quand il va y avoir des crises, qui va amener par exemple du fret ou des médicaments, etc. Donc c'est vraiment un avion de charter, voilà. C'est un peu de vol à la demande, c'est exactement la définition. Et donc on en était resté là avec, dans le monde, il reste plus qu'un seul DC-8 opérationnel. Et là, mardi, sans prévenir, comme ça, sans préavis, pouf, un bourre-pif, ils font voler un DC-8 sans prévenir. C'est Flight Radar qui a averti parce que visiblement l'information a passé assez vite sur les sites de spotters et Flight Radar a fait très vite un tweet en disant on a un DC-8 en vol. Et on est tous allés le voir et on a bien fait, aller le voir sur Flight Radar et ça donnait ça. Alors c'était très amusant parce que effectivement, alors moi je vois passer le tweet de Flight Radar, je me connecte immédiatement. Et je vois ça. À ce moment-là, je lis sur un commentaire des gens qui disent « ils viennent de décoller, mais ils ont des problèmes parce qu'ils ont fait plusieurs circuits avant de partir. Vu le nombre d'équipages qualifiés sur DC-8 et vu l'intensité des vols qu'ils font, je pense qu'avant de faire le vol, ils ont dû faire 2-3 circuits histoire de se remettre en jambes. Dans le meilleur des cas, des DC-8, il n'y en avait pas... Enfin, depuis le dernier vol de la NASA, il n'y avait plus de DC-8 en vol. Ça veut dire que même si c'est les mêmes pilotes, même si c'est des gens qui étaient qualifiés, par exemple, qui ont convoyé l'avion de la NASA, ça veut dire que si ça fait au moins 6 mois qu'ils n'avaient pas volé sur l'avion, tu as besoin de faire une gamme quelque part. Et l'avion, après, est tracé tout droit vers Miami. Alors, l'avion en question, c'est un avion qui relève d'une société qui s'appelle Skybus Jet Cargo, qui est une société chilienne. Et l'avion était stocké à Roswell, donc Roswell, Nouveau-Mexique, un endroit très sec, désert. Les avions, tu peux les stocker, ils ne prendront pas l'humidité, vu que de l'humidité là-bas, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, stocké depuis un peu plus d'un an, un avion, donc une version 73, donc très allongée, vous le voyez ici, version cargo. C'est une petite compagnie chilienne qui a 2 DC-8, les deux sont stockés depuis, alors le premier est stocké depuis 2022 et donc le deuxième était stocké depuis 2023. Et la compagnie n'a pas d'autres avions, sauf que la compagnie existe toujours. Et là, ils ont convoyé leur avion de Roswell vers Miami et visiblement les informations qui sortent, c'est que l'avion passe en maintenance. Et donc, si tu fais passer un avion en maintenance, c'est soit pour le remettre en service, soit pour le revendre et qu'il retrouve du service. Donc, ça veut dire que l'avion, il intéresse des compagnies. Alors, je sais qu'il y a d'énormes tensions sur le marché cargo. Il y a besoin d'avions et que ressortir un avion du désert, pour ça, si tu as des contrats pour ne serait-ce que quelques vols à la demande, ça peut être rentable. Voilà l'info. L'info, elle est là. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 DC-8 opérationnels. Ça veut dire que par rapport à la semaine dernière, la flotte mondiale de DC-8 a doublé. Voilà, c'est comme ça que je titrerai le truc. Oui, c'est putaclic, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Voilà le DC-8 à l'atterrissage, donc mardi à Miami. L'avion est propre et beau. Bon, évidemment, au niveau marque, c'est quand même très, très, très sobre. Mais à la limite, c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà, ça c'est l'info de la semaine. Un DC-8 à voler, c'est quand même assez rigolo. Et on croise les doigts qui viennent en Europe, quoi. Roswell, petit... Alors, on va pas parler d'extraterrestres, puisque la région de Roswell est rentrée dans l'histoire parce que, bon, il paraît qu'il y a des incidents avec des engins bizarres. Bon, ok, très bien. Roswell, c'est un terrain, ancienne base de l'US Air Force de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, une fois de plus. C'est surtout là que les courses qui étaient autrefois à Reno vont se courir bientôt. Et en fait, la plateforme, c'est une plateforme comme beaucoup dans ce coin-là, qui sert de stockage pour des avions qui attendent soit juste de retrouver un client, soit d'être découpés, d'être recyclés. Et ça, c'est une photo Google Earth de Roswell, et je pense que ça, c'est le DC-8 en question qui est là. À un moment, j'ai cru que c'était lui, mais ça, c'est peut-être un 340.
Bon, on identifiera plus tard. C'est une image assez typique des aéroports du sud des États-Unis où les avions sont vraiment stockés, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup encore. Alors la plupart ne vont pas revoler, mais celui-là, il a revolé, c'est assez hallucinant. Et ça, c'est une photo de l'aérodrome de Kingman. Alors Kingman, ça doit être dans l'Arizona, si mes souvenirs sont bons. Et c'est là où est le deuxième des C-8 de la compagnie en question. Je pense que c'est lui. Par contre, si on regarde attentivement la photo, on voit qu'il manque un bout de l'aile. À mon avis, lui, il ne revolera pas. Voilà. Là, quand un avion commence à manquer des bouts comme ça, c'est fini. Il est stocké là. Alors, est-ce que le bout a été démonté pour être utilisé sur l'autre, ou alors c'est simplement une ruine qui est tombée? J'ai pas l'information. L'autre point qui est assez amusant sur l'aéroport de Kingman, c'est qu'ici, on a un avion qui est stocké aussi, mais lui, peut-être en état de vol, c'est un C-123. Le Provider, c'est un avion, on en a vu la semaine dernière, il y en a un au Yanks Air Museum, un avion intéressant. Il entraîne quelques-uns par-ci par-là au niveau des collections et des musées aéronautiques. C'est un avion qui a marqué un peu l'histoire parce que c'est l'avion qui a servi en particulier pour étendre l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Il faut juste savoir que les avions qui ont été utilisés réellement pour larguer l'agent orange, donc le défoliant pendant la guerre du Vietnam, ils ont été ferraillés parce qu'ils étaient contaminés par des dioxines, sauf un qui est au musée de l'US Air Force. Je vous renvoie à l'article que j'avais publié sur le sujet dans le Fanal de l'aviation, ça devait être en avril 2020, où tous les tenants et les aboutissants de ces histoires d'épandage avaient été... Enfin, j'avais fait une synthèse de tout ça. C-123, c'est un avion qui est extrêmement intéressant. Je pense qu'un jour, on y reviendra. C'est pas un avion majeur, c'est pas un avion de tête de série, c'est pas... franchement, c'est pas un avion, on va le mettre en couverture du Fanal, on va en vendre plus. Mais c'est un avion qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, à la base, c'est un planeur. Ça a été un avion de transport. Il y a même une version tout-terrain, neige, eau, terrain bizarre. Et il y a eu un bombardier d'eau aussi. Bon, ça, on y reviendra un autre jour. Voilà, donc ça, c'est l'histoire du DC-8 qui revient en service. La brève devrait paraître ce week-end sur Aérobus si mon rédacteur en chef préféré se décide à la passer. Mais l'information, elle est là. Et donc, on va suivre ça parce qu'à Miami, ils sont en train de bosser dessus. À un moment ou un autre, il va revoler. On va voir où il va aller. Et ça, c'est un bon sujet, c'est un avion que j'aime bien et auquel j'avais consacré toute une émission, donc affaire à suivre, et ça j'aime bien. Le dossier principal du lâcher solo d'aujourd'hui, ça va être cet avion-là, le Tanker 139, donc un Fireliner, un Boeing 737-300. C'est un 737 Fireliner 737-300 Fireliner de Coulson, et si vous vous rappelez bien, celui-là s'est écrasé en février 2023 en Australie. Et le rapport final vient de sortir, et le rapport final, pas très très long, hein, moins d'une centaine de pages, très intéressant, et j'ai trouvé à redire. C'est très rare, je ne me permets pas souvent de rentrer dans les débats sur les rapports d'accident, parce que j'ai pas non plus, je suis que journaliste, je ne suis pas technicien aéronautique, ingénieur, je ne suis pas un expert, mais là j'ai trouvé un truc à redire, donc on va en parler. Alors, rappel des faits. Début février 2023, une opération dans le sud de l'Australie. Alors c'est une zone, il me semble, qui est un peu en altitude, mais en fait, finalement, c'est une espèce de plateau. Il n'y a pas beaucoup de relief, et l'avion s'est planté, mais vraiment. Et heureusement, l'équipage a réussi à s'en sortir. En fait, on va voir pourquoi. Blessés légers, ils ont eu du mal à sortir de l'avion parce que visiblement, avec l'impact, ça avait déformé un petit peu le cockpit et la fenêtre à droite s'ouvrait pas. C'est la fenêtre de gauche qui s'est ouverte. Ils ont pu sortir par là. Ils n'avaient pas beaucoup de temps parce qu'au bout de quelques minutes, l'avion était complètement consumé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a très vite su, vu que l'équipage était vivant, il a pu témoigner très rapidement. Et ça, c'est très important de pouvoir avoir le témoignage de l'équipage. Il y a tellement d'accidents sur lesquels on ne les a pas et où ça manque. Là, c'était relativement simple. Très rapidement, le pilote était un pilote assez expérimenté. Il avait une vingtaine d'années d'expérience sur les bombardiers d'eau. Il avait un peu plus de 1500 heures de vol sur Boeing 737. Il avait un peu plus de 5000 heures de vol sur feu. Donc, c'était un commandant de bord expérimenté, notamment aux États-Unis. Le copilote était un peu moins expérimenté, mais ça, c'est tout à fait logique. C'était, et au niveau temps de repos et expérience précédente, ils avaient volé très régulièrement dans les 90 jours qui précédaient l'accident. Donc, il n'y a pas de défaut de maîtrise, il n'y a pas de fatigue absolue. Dans le rapport d'accident, c'est assez bien expliqué. Ils sont reposés, ils ne sont pas dans une forme olympique,
mais ils sont reposés normalement, tout va bien. C'est le troisième largage de la journée, sur le même feu. Le premier largage se passe bien, ils le font, en suivant un bird dog. Donc le bird dog, c'est un avion de reconnaissance qui se place en avant du bombardier d'eau pour lui montrer là où il faut qu'il largue et qu'il le guide. Sur le deuxième passage, il est guidé aussi, mais il interrompt son largage au moment où il arrive dans le brûlé. Donc il interrompt aux 3/4 le largage en disant bah, ça sert à rien de mettre du retardant là, ça a déjà cramé. Ils refont un tour et ils font, comme il reste un quart de la soute de retardant, ils décident de le poser à un autre endroit, toujours dans la continuité de la barrière qu'ils sont en train de poser. Et c'est à ce moment-là que l'accident survient. Comme c'est le troisième largage dans le même secteur, ils décident de se passer du guidage direct du lead plane. Alors, Bird Dog en Australie, lead plane aux États-Unis, mais c'est à peu près la même fonction. Dans le rapport d'accident, il n'est pas précisé quel type d'avion était utilisé, ça ne rentre pas en ligne de compte, mais en lead plane, on retrouve souvent du Cessna Caravan, on trouve souvent du Beech 90 ou 200. On trouve aussi, alors dans certaines zones un peu marrantes, du Casa 295, mais ça c'était au Chili avec le supertanker. En fait, souvent ce sont des monoturbines ou des biturbines légers. On a même de temps en temps des jets, mais de genre Citation 2, voire Citation 5. Là, en Australie, il y a un peu de tout. Ben Moll, au Québec, il parle d'oiseaux-chiens. Il parle d'avions pointeurs au Québec. Par contre, dans le reste du Canada, c'est aussi du bird dog. Aux États-Unis, c'est du lead plane ou de l'ASM avec des nuances. Après, au niveau des indicatifs radio, je ne sais pas trop ce qu'ils utilisent. Mais non, au Québec, c'est des avions pointeurs. Donc voilà, et ce qui s'est passé, le rapport de l'accident le confirme. Donc ça, c'est une vue qui montre qu'on est dans une zone où il n'y a pas spécialement de relief dangereux. Ça peut être en altitude, hein, ça peut être à 1000 pieds d'altitude, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'au niveau des vitesses et de la densité de l'air, ok, mais ça, visiblement, ça n'a pas trop joué dans l'accident, puisque là, il y a un dommage total, donc c'est un vrai accident. Là, c'est le largage précédent, celui qui est interrompu quand il arrive dans le brûlé, visiblement, si je me souviens bien. Donc, ils établissent une barrière de retardant. On voit la première, et là arrive la deuxième. Voilà ce qui s'est passé. En fait, le pilote en fonction est le commandant de bord. Ça peut être, en général, sur le bombardier d'eau, c'est souvent le commandant de bord qui fait le largage. Il interrompt son deuxième largage, il fait le tour du feu, il y a de la fumée, il est gêné, et il fait son virage à main droite. Ça veut dire que positionné à gauche, il voit le feu par la fenêtre droite, donc il a beaucoup moins de visibilité que s'il avait fait le tour dans l'autre sens. Il a du mal visiblement à récupérer l'axe de son largage, il ne voit pas exactement toute la situation, et il commence sa passe de largage, il est remonté en altitude, il est à 500 pieds, et il redescend. Et il descend, et au fur et à mesure du largage, il descend, mais ça c'est voulu parce qu'il est en coverage level 3, donc une densité de largage relativement faible qui est faite pour étaler le plus possible la barrière de retardant pour la faire la plus longue possible. On l'a vu sur les photos précédentes, on n'est pas sur une forêt dense, hein, on est sur à la limite du feu de prairie quand même, hein. Donc là-dessus, sur ce genre de feu, les largages massifs, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, une barrière de retardant bien posée, le feu vient taper. Et encore là, on voit avec le vent, ça veut dire qu'ils ils sont en train de faire une barrière d'appui au cas où il y a un retournement de vent. Après, comment ils gèrent le feu, la façon dont les bird dogs australiens gèrent les feux, je ne rentre pas dans ce genre de considération, ça ne rentre pas dans mon range de sujets. Parce que là, on voit bien qu'avec le feu, et en fait, ils sont en train de créer une barrière d'appui. À ce moment-là, donc on revoit, il est en descente, il commence à 500 pieds, il fait son largage au moment où il a besoin de le faire, et au moment où il repart, il remet les gaz à ces alentours-là, et il s'aperçoit que sa trajectoire l'emmène dans... Il y a un talweg qu'il n'a pas vu, et il y a une petite bosse qu'il n'a pas vue, parce que, comme vous l'avez vu sur les photos précédentes, le paysage est très monotone. Et une variation même de 10 mètres du relief est très difficile à voir. Et c'est ce qui leur est arrivé. Donc, il tire le manche, il remet les gaz, il tire le manche très fort, le manche se met à vibrer, et les gaz ne donnent pas encore totalement, puisqu'il y a un délai entre le moment où on passe, et je crois qu'il était sur idle, donc il est à 30%, et il demande 100%, donc le temps que les moteurs montent, il s'écoule quelques secondes, et visiblement, selon le rapport d'accident, la latence entre le
retard et le plein gaz est tout à fait conforme aux normes de cet appareil, sauf qu'au moment où il tire le manche, il rentre un peu en décrochage et sa trajectoire s'enfonce un tout petit peu, et c'est à ce moment-là qu'il touche la crête, à cet endroit-là, et ça déstabilise l'avion, qui tombe, et il termine sa trajectoire quelques dizaines de mètres plus loin, et c'est à ce moment-là qu'il prend feu et qu'ils évacuent. Ils n'ont pas vu la crête. Ils ne pouvaient pas la voir. Le problème qui est pointé par le rapport d'accident, c'est au final, le largage se termine trop bas. Et c'est là-dessus que le débat se fait, c'est-à-dire que les autorités australiennes ont demandé à Coulson quels étaient leurs modes opératoires, hein, les JOP, et SOP, pardon, Standard Operating Procedure. Et en fait, ils se sont aperçus que Coulson n'imposait pas de plancher pour les largages de ces LAT, de ces Large Air Tankers. Ils ne font que conseiller de dire au commandant de bord, le largage doit se faire aux alentours de 200 pieds. Comme c'est un conseil, que ce n'est pas une obligation, que ce n'est pas un plancher ferme, les pilotes, eux, ont pris l'habitude d'adapter la hauteur du largage à la densité de retardant qu'ils veulent apporter. Question de Junair 3, il n'y avait pas d'avion guide. Il y avait un avion guide, mais comme c'était le troisième largage sur le même secteur, et que c'était à peu près plat, le commandant de bord du 737 a décliné l'offre d'être guidé, et ça rentre effectivement dans les critères de est-ce qu'il n'aurait pas dû le demander. C'est pas obligatoire de demander l'avion guide, surtout quand tu es à l'aise, et que là, il n'y avait pas de relief autour, donc pas de trajectoire particulière, il y avait juste à retrouver la barrière de retardant et la continuer. C'était pas un largage. Je pense qu'au niveau de tension dans le cockpit, c'est pas la même chose que quand on dit attention, à droite il y a des lignes de tension, à gauche il y a des pompiers, et puis en face tu as une colline. Non, on n'est pas tout à fait dans ce même genre de truc, donc il n'a pas demandé l'avion guide. Le pilote du Bird lui a dit est-ce que tu veux que je te guide? Il lui a répondu non, pas la peine, c'est bon. Mais l'avion guide reste dans le secteur, hein, de toute façon, puisque c'est son job. Le NTSB dit bah voilà, en fait, la solution ce serait d'imposer un plancher minimum de hauteur pour les largages des LAT, donc des Large Air Tankers, donc tout ce qui est P3 Orion, C130, 737, enfin tout ce qui est grosse bécane. Il est évident que les air tractors ou les avions plus légers, même le tracker, ça peut larguer éventuellement plus bas. Cette semaine, j'ai échangé justement là-dessus avec Jérôme, puisqu'il connaissait bien le commandant de bord, enfin il le connaît toujours, puisqu'il est toujours vivant, qu'il considère comme très expérimenté. Jérôme m'a dit, globalement, nous, au Cal Fire, les largages, c'est 100-150 pieds. Ça veut dire qu'on est de toute façon en dessous des 200 pieds, qui est la hauteur conseillée par Coulson. Et là, ce qui se passe dans ce largage-là, c'est qu'avec la trajectoire descendante que le pilote du 737 a adoptée, ils sont arrivés à une hauteur de 57 pieds au moment où il a décidé de repartir. Et ils étaient effectivement un peu bas. Mais je le redis, c'était voulu, parce qu'ils étaient en coverage level très léger, mode 3 sur 10. Et donc, pour assurer une bonne répartition du retardant au sol, les pilotes de tanker adaptent la hauteur au coverage level, parce qu'ils prennent en compte le vent, ils prennent en compte la densité du largage. Donc tout ça, on le compense avec la trajectoire de l'avion. Sur un terrain normalement plat, il n'y aurait jamais eu d'incident. Mais là, évidemment, il y avait une petite crête. Et rentre en compte un deuxième facteur, qui est celui de ces terrains apparemment plats et qui ne le sont pas totalement, et vus d'avion, ces petites variations de terrain, là c'est une dizaine de pieds. Une dizaine de pieds, c'est 3 mètres. Alors, un peu plus si on prend le début, mais le petit Alweg, c'est pas quelque chose de très profond. Et quand tu arrives avec un avion, ils sont à un peu plus de 100 nœuds, donc 180-200 km/h, ça va relativement vite. Et d'autant plus que, ayant fait son virage par la droite, il n'avait pas une vision globale de la scène par la vitre du copilote ou par la partie droite du cockpit. Tous ces pièges-là, il ne les a pas vus. Voilà. Il y a le problème aussi du délai entre la commande et le retour moteur et les phares qui sont lents. Ça, effectivement, ça rentre en ligne de compte. Ça a été mis en accusation aussi sur le crash de la 320 à Mulhouse, par exemple. Là, oui, ça rentre aussi en ligne de compte, mais quelque part, de toute façon, même si les réacteurs avaient donné plein gaz rapidement, vu la trajectoire qu'ils avaient adoptée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La remise des gaz, elle n'est pas immédiate. Donc, les autorités australiennes recommandent et vont peut-être même obliger Coulson à
imposer aux équipages une hauteur de largage d'environ 200 pieds. Pour les largages à faible coverage level comme cette opération-là, ça peut être pénalisant. Après, la sécurité, la sécurité n'a pas de prix. Là, ils ont eu de la chance parce que comme c'est une trajectoire assez stable et que l'avion a touché le sol, a tangenté le sol, hein, on voit bien la trajectoire, ils ont pu s'en sortir vivants. Ce genre de miracle, chez les bombardiers d'eau, il est relativement rare. On a quelques exemples. Il y en a un assez célèbre en France avec un pilote de Tracker qui avait touché un arbre comme ça, ce qu'on appelle les faiseurs de veuves aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est un arbre au milieu de la forêt qui était plus haut que les autres. Et comme il était masqué par la fumée, il est arrivé, il a tapé dedans, sauf que l'avion est tombé à peu près à plat, il s'est ouvert, et le pilote s'est retrouvé vivant, avec une énorme ouverture dans l'avion pour pouvoir partir, et puis il est parti à pied, il a descendu la colline, et si vous connaissez Rémi Michelin, le photographe, qui sort un bouquin bientôt et dont on reparlera, Rémi était sur ce feu, et c'est Rémi qui a trouvé le pilote, et c'est Rémi qui a appelé la base pour dire « Ah, j'ai retrouvé le pilote, il est vivant ». Waouh, vous imaginez. Le Canadair qui s'est écrasé à Calvi, c'est tout à fait autre chose. Lui, il s'est coupé en deux en vol. Donc là, tu peux rien. Alors, Jouner, le GPSW Radio Altimètre ne peut pas les aider dans ce cas. Si théoriquement, sauf que, comme ils arrivent dans une configuration volet 40, aux alentours de... Là, ils étaient un peu plus de 100 nœuds, 110, 120, mais train rentré, il y a tout qui gueule. Donc, ils inhibent certaines alarmes. Là, du coup, oui, il y a le radio altimètre, ils vont regarder l'affichage. Mais en fait, les pilotes de tanker, l'instrument qui est le plus important pour eux, c'est l'incidence mètre. Et effectivement, sur ce genre de trajectoire, ton incidence mètre va te montrer que tu es en décrochage et que il faut mettre les gaz, quoi. Et puis, une fois que les gaz sont mis, tu n'as qu'à attendre que ça part. Et là, il y avait le délai. Et comme tous les accidents, hein, c'est des tranches de gruyère qui s'alignent et voilà quoi. Le GPWS doit être coupé, ouais, j'imagine, mais du coup c'est leur risque et péril, il faut trouver un entre-deux. C'est ça. Donc pour moi, les 200 pieds de haut pour le largage des lattes me paraît un peu haut. Autour de 150, ça me paraîtrait plus raisonnable. Mais surtout, faut pas oublier que pendant le largage, le pilote prend en compte le vent latéral qui va modifier le flux du retardant et qui va donc rendre la répartition du liquide au sol un peu moins bonne. Donc il compense en baissant et en descendant. Il faut trouver un entre-deux et c'est compliqué. Voilà, ça c'est une des leçons de l'accident qui se termine bien parce que l'équipage est sauf et je pense qu'il a repris le travail. Mais on s'aperçoit aussi, la deuxième leçon, c'est que ça se passe sur terrain plat. Or, on n'arrête pas de nous bassiner avec « Ah, mais les tankers lourds dans le relief Mais dans le relief, ça se passe bien, parce que le relief, tu le vois et tu sais où il ne faut pas aller. Là, sur terrain plat, que ce soit un lourd ou un léger, ça fait de la casse. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un air tractor qui a tapé une crête de la même manière, parce que le terrain uniforme fait qu'il ne se rend pas compte qu'en fait, il y a une deuxième couche. Il passe la première crête et ah merde, il y en a une deuxième derrière, boum. Et ça, c'est abominable. Et puis, je vous l'ai déjà passé, mais on va se la repasser parce qu'elle est extrêmement... permet de très très bien comprendre ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec le BAE 146 de Neptune, le tanker 01 aux États-Unis, il y a quelques années. J'arrête là pour dire que quand il débute sa passe de largage, qui descend il pense que, en fait, là, il voit pas que c'est une crête. Il se retrouve sous la crête, et à ce moment-là, il interrompt son largage, il remet les gaz, et ça passe juste. Voilà. Et ça, là, ça se joue à quelques mètres. C'est exactement ce qui s'est passé pour le 737, à la différence que la crête est encore moins visible. Alors, les pilotes n'ont pas des plans là où ils sont censés voler. Alors, le job du bombardier d'eau, c'est d'aller justement là où ils font exactement ce que tous les autres pilotes n'ont pas le droit de faire, voler lentement et très très bas. Il faut y aller. La question, c'est, tu es dans le vol, et effectivement, quand tu es en altitude, le relief, ou en hauteur, le relief, tu le ressens pas de la même manière que quand tu es au sol. C'est pour ça qu'il faut avoir des gens au sol avec des radios, ou alors il faut avoir un lead plane
qui tourne autour et qui descend voir, et comme c'est un avion léger, ce genre de truc, il le détecte et le voit immédiatement. C'est pour ça qu'il y a des officiers aéros avec des radios pour dire, bon, attention, là, tu as une ligne à haute tension, tu as un relief, etc. Mais après, c'est de la responsabilité du pilote de voir le relief et de rester assez haut. Là, au moment où le pilote du BAE commence son largage, il a une hauteur normale. Sauf que derrière, ah zut, j'avais pas vu qu'il y a une crête. Et elle arrive vite. Donc j'interromps mon largage, je remets plein gaz et je tire le manche. Et ils ont ramassé des branches. Là, honnêtement, cette vidéo-là, il manque juste quelques mètres et ça tourne au drame. Ça se joue à quelques mètres. Et ça, ce sont des choses qui arrivent sur du terrain plat. La grosse colline derrière, elle ne pose aucun problème. C'est cette petite crête. Alors un BAE 146, ça fait quoi, 20-30 mètres. Donc là, on a 25 mètres, une petite butte de 10 mètres, 20 mètres. Mais quand on est à 100 ou 500 pieds, on ne la voit pas, cette butte. On ne se rend pas compte. Et ça, c'est ce qui piège réellement les pilotes de bombardier d'eau sur ces largages qui sont censés être plus faciles que ceux en montagne. Voilà, la leçon, c'est que c'est vraiment un métier à risque, et quel que soit l'avion. J'ai lu un commentaire sur la page Aérobuzz tout à l'heure de quelqu'un qui dit « Ouais, mais ces avions transformés, ça sert, c'est pas fait pour voler bas. Non, c'est fait pour voler droit. À plat, sur ce genre de terrain, ça pose pas de problème. Après, il y a des considérations sur la formation des pilotes, mais là, on a un commandant de bord qui était bien rodé, qui connaissait le métier, donc il n'y avait pas de souci. Là aussi, sur le T01, et c'est pareil, c'est le pilote qui a publié son témoignage, qui a fait un Rex, pour dire « Je n'ai pas vu la crête, je ne pouvais pas la voir. La végétation est uniforme. » Si vous avez une rivière et derrière des arbres qui sont différents d'avant, on voit et on prend en compte la différence et ça permet de mieux appréhender le relief. Là, c'est piégeux. Et ils se sont fait piéger. Alors, est-ce qu'il faut relever effectivement les minima de hauteur de largage pour certains avions et imposer des planchers? Ça va compliquer les opérations. Non, il faut vraiment qu'il y ait du monde au sol pour dire attention, il y a une crête. Mais il faut que les pompiers comprennent aussi. Le problème des pompiers, c'est que eux, ils voient un truc comme ça, ils ne pensent pas que ça puisse être un danger pour l'avion, parce que les points de vue sont différents. Donc c'est insoluble, c'est comme ça fait partie des situations qui sont connues. Et la situation qui s'est passée en Australie est d'autant plus compliquée que le commandant de bord, visiblement, connaissait réellement le problème des reliefs cachés, des reliefs masqués, et il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par un problème qu'il connaissait. Quelle solution? Les solutions, elles viennent dans les procédures. Les solutions, elles viennent aussi peut-être du recours systématique au lead plane. On va y revenir juste après, parce que justement, le rapport d'accident, qui est vraiment, c'est passionnant. Un rapport d'accident pointe ce problème de hauteur. Sauf que je trouve qu'il n'insiste pas assez sur le fait que le pilote a décliné l'offre du Bird Dog de le guider. Or, et on va y revenir dans une deuxième partie, des accidents de tankers au moment où ils sont guidés par un lead plane sont extrêmement rares. On va aller voir juste après. Juste avant, je vais faire une petite dégression sur le Fireliner, sur les modifications de 737 en bombardier d'eau. Bombardier à retardant, il y en a 4, enfin il y en a 3 maintenant. Ils ont tous été modifiés par Coulson selon un schéma qu'on va vous expliquer, parce que modifier un avion en bombardier d'eau, ça ne s'improvise pas, et c'est effectivement souvent, il y a des avions sur lesquels c'est très compliqué. Benmol, à part un système de radar de suivi de terrain, mais probablement extrêmement cher et difficile à intégrer dans un avion déjà existant, clairement. Mais une radiosonde, ça marche bien aussi, mais ça reste du pilotage à vue. Le bombardier d'eau, c'est du pilotage à vue, et quand tu as un piège de relief petit, voilà, il faut prendre en compte et peut-être relever aussi. Bon, je ne donne pas de solution, mais voilà les problèmes. Moi, je trouve que les avions qui pètent en vol, c'est plus grave. Mais bon, ça tue autant. Revenons aux 737. Ce sont des 737-300 qui ont volé très longtemps chez Southwest Airlines, qui ont été rachetés par Coulson 3 millions de dollars pièce. Autant dire que c'est peanuts. Je rappelle que les projets de modification de création de nouveaux Canadair, le prix de base, on parle de 60 millions d'euros. Quand on parle des Dash 8 achetés par la sécurité civile française en 2017, on parle d'avions à plus de 50 millions d'euros pièce. Là, Coulson récupère dans le désert 4 Boeing 737 à 3 millions de dollars pièce. Bon, ok, il y a un gros chantier à faire derrière.
Donc le coût final, peut-être qu'il approche la dizaine de millions, voire même la quinzaine de millions de dollars. On n'est pas dans les mêmes gammes de prix. Et vous allez voir, le système est quand même pas bête. On le voit sur cette photo, alors c'est une photo de Jérémy Uloa, qui est un spotter du côté des Med Valley, et puis quelqu'un qui est vraiment un gros passionné de bombardier d'eau, dont je vais piquer la photo, mais je laisse son crédit. Allez voir, c'est S2R Aviation, sa page photo, elle est très jolie. Donc en fait, le Boeing 737, le problème du 737, c'est ça. Normalement, une soute, tu le mets de largage, tu le mets au centre de gravité, comme ça, quand elle se vide, elle ne modifie pas trop ton incidence. Et en fait, c'est pas possible sur un 737 parce que tu as ça. Et puis ça, c'est un peu utile parce que le train d'atterrissage, comment dire, ça sert. Donc, Coulson a modifié l'avion de la façon suivante en mettant une soute à l'avant et une soute à l'arrière du caisson de train d'atterrissage. Et là, la configuration, ça c'est une configuration un petit peu publicitaire, mais elle n'est pas fausse. C'est-à-dire que l'avion a tellement de marge qu'il laisse les sièges. Comme ça, le jour où il y a besoin de transporter des pompiers pour aller d'une intervention à l'autre, les cuves à ce moment-là sont vides de retardant, mais on peut mettre du Pax. Donc c'est un avion polyvalent. Donc il est parfaitement comparable à ce qu'on a avec les Dash 8 français, sauf qu'ils emmènent plus de Pax. Et par contre, au niveau retardant, ça se discute. Voilà les schémas qui ont été communiqués par Coulson. On voit que ce sont des soudes RAD XL de 4000 gallons chacune et sur lequel il y a eu besoin de rajouter une section pour traverser le plancher et les soutes à bagages, puisque par exemple sur les C130, il n'y a pas besoin d'un truc comme ça. Le plancher est moins épais. Enfin, entre le plancher cargo et le dessous de l'avion, il n'y a pas toute cette partie-là. Donc en fait, il y a eu un gros travail de fait pour avoir une prolongation de la soute. Mais les soutes sont en fait posées sur le plancher cargo Pax. Benmol, même problème de position de train que sur l'ATR. C'est exactement ça. Les Dash, comme le train d'atterrissage, se replient dans les moteurs au niveau des ailes. Le ventre est libre. Et voilà, et ça marche bien. Ils ont gardé la pression, je crois que oui. L'avion est pressurisé, reste pressurisé. Parce que doit y avoir une étanchéité de fait ici, autour du plancher. Une bonne question, mais pour moi, ils ont gardé la pression. Je sais que sur les projets d'ATR, la première chose qu'ils font, c'est de virer la pression, puis ça allège l'avion. Mais normalement, là, comme les 737 sont donnés pour pouvoir faire du convoyage de Pax, ils gardent la pressurisation. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous avez donc la soute RADS XL de 4000 gallons. Alors 4000 gallons, ça fait à peu près 16 000 litres. Il y en a deux, donc on se dit chouette, il emmène 32 000 litres. Non, de tout. Pour des histoires de centrage, les RADS, les soutes sont remplies qu'à moitié. Donc en fait, l'avion n'emporte que 16 000 livres. 16 000 litres de retardant. Sacré chantier, pas de souci de centrage, ou elle doit être limitée lorsqu'une soute est remplie. En fait, il y a un système qui fait que normalement, ils ouvrent les deux soutes en même temps. Il n'y a pas une soute avant, une soute arrière, non, c'est les deux en même temps. Et il y a un système de dump, de largage d'urgence, de façon à ce que, au moindre souci, il n'y ait pas une soute qui reste pleine, surtout la soute arrière, qui dans ces cas-là donnerait des problèmes de centrage graves à l'avion, il deviendrait incontrôlable. D'autant plus avec des soutes pleines. Donc, ils maintiennent les soutes remplies à moitié pour des histoires de masse et de centrage, aussi pour des questions de contrat. Donc voilà, c'est un compromis le 737. Ça peut expliquer pourquoi ils n'en ont pas vendu tant que ça. Voilà, ça c'est des essais au sol. On a bien un largage des deux soutes en même temps. J'ai pas été voir le STC, je ne sais pas quel est le système qui est utilisé de façon qui fait quand de toute façon les deux soutes doivent s'ouvrir en même temps. Et il y a un système d'urgence que si la soute, en particulier la soute arrière, reste bloquée, fermée, il y a un deuxième couteau. Alors, sacré chantier alors, pas de souci de centrage, il doit être très limité, etc. C'est ça. Et puis, ils ont gardé les racks à bagages trop forts. Oui, en fait, ils ont juste viré certaines sections de sièges, mais l'aménagement Pax de l'avion reste. De toute façon, comme les soutes sont remplies à moitié, on est loin de la masse max de l'appareil, donc ils pouvaient garder les sièges. Et c'était plus simple, et ça permet d'avoir un avion polyvalent plus facilement. Sur la mission feu, avec 16 000 litres de retardant, l'avion est très loin de sa masse max et de sa capacité max. Sauf que ces histoires de centre, il pourrait emmener plus. Je pense que, si j'ai pas regardé les masses max des 737-300, mais ce serait bien de pouvoir les remplir à 30. Au niveau masse au décollage et à l'atterrissage, il doit pouvoir l'encaisser, sauf qu'ils ne prennent pas le risque. Donc il y a eu 4 737 modifiés. Alors celui-ci a été vendu à l'Australie, au
Nouvelle-Galles du Sud, Rural Fire Service, donc les services ruraux d'incendie, avec la particularité que l'avion, donc il appartient à la Nouvelle-Galles du Sud pour ses opérations l'hiver. D'ailleurs, il vient d'arriver en Australie là, il y a quelques jours pour sa nouvelle saison. Il rentre des États-Unis où il est loué pour opérer aux États-Unis l'été. Donc ça veut dire que cet avion-là, il est utilisé toute l'année quasiment, avec des périodes d'interruption. Là en ce moment, je pense que comme il rentre des États-Unis, il a fait sa saison, poum, grosse visite, et puis à partir de décembre, il sera opérationnel jusqu'au mois de mars. Mois de mars, grosse visite, et puis mai-juin, départ pour la Californie. Et en fait, ça permet de rentabiliser l'avion. Donc c'est un bon système, et comme c'est Coulson qui est modificateur, c'est Coulson qui l'exploite. Il est en contrat US Forest Service, il me semble, mais il bosse beaucoup en Australie, en Californie, donc bon, bah, voilà. Donc ça, c'est le 138 qui a été le premier modifié par Coulson, et nous, on l'a photographié en 2018 à Sacramento. Il n'avait pas encore reçu ses soutes. Il est déjà peint aux couleurs, hein, powered par RADS. Et puis on l'a vu, il était à côté du supertanker. Donc bon, imaginez le Fredo qui débarque sur l'aérodrome de Sacramento. Oh, ils y sont tous. Bah, joie et bonheur. Ça, c'est le 4e, qui a été modifié par Coulson pour une province argentine, Santiago del Estero. Je ne sais pas s'il a beaucoup servi, il y a beaucoup de rumeurs sur cet avion, parce qu'en fait, ce n'est pas une région très riche, et ils se demandent comment ils ont pu se payer un avion et comment ils peuvent exploiter cet avion-là. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin ? Il y a un truc louche, mais je n'ai pas le temps d'enquêter là-dessus, c'est trop compliqué. Avant de passer à la suite, et on va terminer sur une histoire de bombardier d'eau, tant pis pour le Twin Otter, on en parlera la semaine prochaine. Je vous avais dit qu'au mois de novembre, Jérôme serait de retour à Paris et qu'on fera une nouvelle édition, une nouvelle émission avec lui pour discuter feux de forêt aux États-Unis avec un pilote expérimenté. Ça crame toujours aux États-Unis, il a encore des feux du côté de Los Angeles, donc son contrat a été renouvelé, donc en gros il fait des heures sup jusqu'au 25 novembre. Après il a des occupations, il ne sera de retour à Paris qu'au mois de décembre. Donc on n'a pas encore fixé la date de l'émission où il viendra sur le plateau, mais on a commencé à en parler. Et en fait, l'autre jour, j'ai une idée de génie, puisque vous êtes tous là ou presque, pour ceux qui sont encore là, et puis de toute façon, pour ceux qui verront le replay, ce sera encore le cas. Donc en décembre 2024 ou en janvier 2025, Jérôme reviendra à la maison et il viendra nous raconter sa carrière. Comme il a raconté sa carrière sur la première émission, on veut essayer d'aller un peu plus loin dans la seconde. Donc, je vais vous solliciter, les enfants. Pour le prochain passage, Jérôme Laval dans Lâcher Solo, je vous demande d'envoyer vos suggestions de sujets et vos questions à l'adresse mail qui suit, fredem2@yahoo.fr, ce qui nous permettra de voir ce que vous attendez, ce que vous avez envie, s'il y a des questions pertinentes, comme je sais que de toute façon en direct, vous n'êtes pas extraordinairement nombreux, mais que sur les replays, il y a quand même beaucoup de monde, j'ai besoin de savoir de quoi vous avez envie qu'on parle, que ce soit une thématique globale qui occupe toute l'émission, ou que ce soit juste des thématiques qu'on va aborder dans cette émission-là. Surtout, je voudrais que vous preniez en compte le fait qu'on a la chance d'avoir un pilote qui a volé aux États-Unis, qui vole aux États-Unis depuis bientôt 30 ans. Donc c'est cette expérience-là qu'il faut mettre en valeur. Les avions qu'il a pilotés, la façon dont on travaille aux États-Unis. Est-ce qu'il faut qu'on fasse l'émission uniquement sur comment ça travaille en Californie, sachant qu'il a, lui, travaillé auparavant pour le Forest Service, même pour la sécurité civile française. Voilà, si on veut aller un peu plus loin que l'émission qu'on avait fait au mois de mai, de quoi vous avez envie qu'on parle ? Donc envoyez vos messages, vos suggestions, vos remarques à cette adresse mail-là. Et puis de toute façon, on vous tiendra au courant du moment où Jérôme aura le temps de passer à la maison. Moi, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire avant mi-décembre. Là, pour le coup, on a besoin de vous. Posez vos questions en amont, ce qui nous permettra de les préparer. Alors, on ne va pas les préparer, simplement que Jérôme arrive avec en tête un certain nombre de faits, de façon à pouvoir répondre vraiment à vos questions. Comme ça, ce sera plus sympa. Ça peut être aussi très sympa de faire une émission qui soit simplement un dialogue, question-réponse, un chat, mais avec quelqu'un en plateau qui puisse répondre à des questions. Mais allez-y, questions pointues. Oh là là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous lance le défi. J'ai dit tout à l'heure que sur le rapport d'accident du tanker 139, un des facteurs de sécurité important est
l'utilisation du lead plane, du bird dog, donc de l'avion de reconnaissance, de l'avion qui se positionne en amont du tanker et qui lui montre la zone à larguer, qui peut même lui donner l'indication de l'endroit du largage en émettant un petit signal de fumée. Façon, par exemple, le Bronco, qui est un avion qui a été utilisé pour la lutte anti-guérilla au Vietnam, dispose de séries d'un système de fumigène qui servait à dire écoute, monsieur, dans ton Fantôme ou dans ton F-105, c'est là que tu dois larguer tes bombes. Et ce système-là, sur un marché pacifique comme le feu de forêt, ça marche toujours. Et les Beech 200, 90 et autres qui sont utilisés en lead plane, il y a une petite modification pour avoir un fumigène qui sert au pilote dans l'avion de dire, toi qui es derrière moi, c'est là que tu dois larguer. Ou suis cette trajectoire-là, je te la montre. Il n'y a, à ma connaissance, que 2 exemples d'accidents mortels de bombardiers lourds guidés. Tous les accidents qu'il y a sur les bombardiers d'eau aux États-Unis et au Canada se font lorsque les avions ne sont pas guidés. Quand ils sont guidés, le risque d'accident disparaît quasiment totalement. Simplement, j'ai trouvé 2 contre-exemples et dont on va parler dans les dernières minutes de l'émission. Ici, on a une photo du C-130 MAF-7. Alors, il était équipé MAF. C'est un avion de l'Air National Guard de Caroline du Nord qui s'est écrasé en 2012, alors dans le Dakota du Nord, lors d'une opération. Et en fait, il s'est écrasé à un moment où il était guidé par un lead plane. Mais ça n'a pas suffi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était une journée orageuse et il est rentré dans un wind shear, dans un cisaillement de vent. Le lead plane a pris le cisaillement, mais comme c'est un avion plus léger, il a pu remonter. Au moment où le pilote du lead plane prévient le tanker que, attention, il y a du cisaillement, le tanker est rentré dans la zone de turbulence et ça l'a plaqué au sol. Ils étaient 6 à bord, il y a eu 4 morts, il y a eu 2 survivants blessés graves. Et on voit les photos de l'accident qui sont dramatiques. Ouais, ça, avant, c'était un C-130. Et il y a des gens qui en sont sortis vivants. C'est surtout ça qui est important. Et ça, c'est le seul exemple existant d'accident mortel avec un tanker lourd guidé par un lead plane. Tous les autres accidents qui se sont passés aux États-Unis ou au Canada se font en absence de lead plane. Il y a un autre contre-exemple, mais vous allez voir, il est un petit peu particulier. Ça, c'est une des photos les plus abominables que j'ai dans ma collection. C'est une photo qui se trouve dans le rapport d'accident. Ici, ça se passe la même année, c'est le 3 juin 2012. C'est un P2 Neptune, le tanker 11, qui fait un largage d'urgence quelques secondes avant de s'écraser. Mais quand je dis quelques secondes, là, c'est peut-être une demi-seconde avant l'écrasement fatal. Et la photo montre bien que là, il y a un lead plane. En fait, ce qui s'est passé, et c'est aussi pour ça que cet accident est remarquable et doit être analysé, c'est que le commandant de bord du Neptune n'était pas un commandant de bord extraordinairement expérimenté. Son copilote était sur sa 2e saison, je crois. Enfin, non, elle avait plus de saisons que ça, son copilote, mais c'était pas un grand copilote, visiblement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mal estimé leur trajectoire, ils n'ont pas réussi à suivre la trajectoire que leur indiquait le lead plane, ils se sont décalés de 700 pieds, et en fait, 700 pieds sur la gauche, c'était un relief qu'ils n'ont pas très bien vu non plus, un peu comme tout à l'heure, un relief masqué, et ils sont morts. Là, par contre, ils sont morts. Là, au moment où ils font leur largage d'urgence, parce qu'il faut remettre les gaz et remonter, l'aile a déjà touché, et là, une seconde plus tard, tous les 2 sont morts. Mais ce sont les 2 seuls exemples d'accidents INTAO, ce qu'on appelle INTO, c'est en remorqué, c'est-à-dire au moment où le lead plane guide réellement les avions. Il y a un autre accident qui s'est déroulé en 95 avec un lead plane, mais là, c'est un tanker, un DC-4 d'Aéro-Union qui rentrait vers Ramona, une base de Californie, et un lead plane qui est rentré, alors du même feu ou d'un autre, je ne sais pas. Ils sont rentrés tous les 2 dans la crasse, comme ils allaient au même endroit, ils ont eu une trajectoire convergente, et le Beech est rentré dans le DC-4. Malheureusement, il n'y a pas eu de survivants. Mais ce sont les seuls exemples de problèmes qu'il y a. L'utilisation d'un lead plane, et d'autant plus dans les zones un peu simples comme ça, mais qui peuvent être relativement piégeuses, un lead plane qui reste longtemps sur la zone peut voir ces reliefs qui sont dangereux, et ça aide bien. Et en fait, oui, quand un lead plane propose de faire un guidage, peut-être que les pilotes des tankers
devrait systématiquement dire oui, je prends. Voilà, tout simplement. Ça serait un facteur de sécurité appréciable, sachant que le lead plane peut descendre bas et peut l'amener bas jusqu'aux hauteurs où le largage est efficace. Ça me semble être une solution parmi tant d'autres. Donc voilà, ça fait partie des discussions que le rapport d'accident du tanker 139 va ouvrir. On va voir aussi aux États-Unis comment ça va être perçu, puisque le rapport a été publié juste là en début de semaine. On va voir ce que ça... Et comme ça concerne Coulson, qui opère aussi au Canada et aux États-Unis, on va voir un petit peu ce que ça va avoir comme conséquence. Affaire à suivre, ça c'est une photo de ce matin, c'est Alexis Rocher, le rédacteur en chef du FANA de l'aviation, qui m'a confié un livre dont on a longuement parlé ces semaines précédentes. C'est le fameux Mirage 4 de Hervé Beaumont. Hervé qui n'est plus de ce monde et qui n'aura pas vu sa Bible. Le bouquin fait 4 kilos et je vous jure que je les sens. Ma tâche aujourd'hui, ça va être de le lire, de comparer un petit peu avec les 2 caveats précédents, d'en faire une recension pour l'aérobibliothèque. Alors j'aime autant vous dire que vu le tirage, vu le prix du livre, 125 €, les services de presse ne seront pas nombreux visiblement. Moi j'ai eu la chance d'en avoir un en service de presse parce que je représente l'aérobibliothèque et peut-être aussi Aérobuzz. Donc nous on pourra en parler, on a de l'impact médiatique, mais malheureusement beaucoup d'autres n'auront pas. Un petit mot parce que j'ai eu le temps de feuilleter le bouquin. Il y a quelques photos que je trouve un peu petites, mais alors il y en a un paquet, c'est dense, même si l'ouvrage me semble pas... Enfin, c'est pas les monographies comme on en a eu d'autres où le texte était très dense. Là, c'est un peu plus aéré. La police utilisée un peu plus grande, quoique. Je sais pas le nombre de caractères de ces 700 pages et quelques, mais c'est impressionnant. Le papier est joli, très agréable. La couverture, elle est couverture rigide. La reliure, bon, c'est une reliure toilée, donc normalement c'est solide, mais honnêtement, c'est pas le genre de livre que vous allez pouvoir lire au lit, encore moins aux toilettes. C'est ce qu'on appelle un table book, parce que ça, en fait, vous mettez 3 pieds, vous avez un tabouret. C'est impressionnant. Et c'est riche parce que si Hervé Beaumont s'est lancé dans la réédition de son ouvrage, c'est que sa première édition avait été écrite avant la fin de service du Mirage 4. Et là, l'objectif, c'était d'être complet sur toute l'histoire du Mirage 4. Donc, il y a quand même quelques pages sur les dernières années de service qui ont l'air intéressantes. Et comme il était l'auteur du livre du Mirage 4, il a pu suivre le retrait de service, mais de très près, parce qu'il était l'historien du Mirage 4. Et donc, forcément, ça rend son ouvrage encore plus pertinent, encore plus intéressant. Bon, on en a discuté. Pourquoi ne pas avoir fait 2 livres à 65 € plutôt que un à 125 ? Bon, il y a plein de questions. Par contre, la couverture est sympa, la reliure est chouette. C'est un bel objet, c'est un beau livre. Un conseil, vu que le tirage visiblement ne sera pas énorme, ne tardez pas trop à l'acheter. Vous pouvez prendre le risque de se dire il ne se vendra pas et je l'aurai en solde dans 3 ans. Moi, je dis ne tardez pas trop. Je vous souhaite un très bon week-end. On se revoit vendredi prochain avec, comme d'habitude, un sujet que je ne sais pas encore. Si, on parlera peut-être du Twin Otter, puisque là, j'ai pas eu le temps d'en parler. On parlera peut-être aussi des avions de la Première Guerre mondiale, puisque évidemment, lundi, on est le 11 novembre, donc on va en parler. Puis il y a une actualité dessus sur laquelle je pourrais détailler certaines choses. Je vous souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine.